Aujourd'hui, je vais vous parler des modèles animaux les plus utilisés pour la maladie de Parkinson. Je ne vais pas parler de tous les modèles, mais vraiment je vais me concentrer sur les modèles les plus utilisés. Donc les premiers, ce sont les modèles chez les rongeurs, en particulier le rat et la souris. Et les symptômes de la maladie sont induits par des toxines qui vont cibler plus particulièrement les neurones dopaminergiques, les antagonistes des récepteurs dopaminergiques, donc qui vont se fixer sur ces récepteurs et qui vont agir en bloquant le système de la transmission dopaminergique. Et il y a aussi des modèles utilisés par manipulation génétique. Le deuxième type de modèle les plus utilisés, c'est le primate non humain, en particulier les macaques et les singes verts d'Afrique. Donc les symptômes, là encore, sont induits par des toxines qui vont cibler particulièrement les neurones dopaminergiques. Je vais commencer d'abord par les rongeurs, chez les rats ou les souris. Le modèle est obtenu par l'injection stéréotaxique d'une neurotoxine qu'on appelle la 6-hydroxydopamine ou 6-OHDA. Quand on dit injection stéréotaxique, on utilise cet appareil qui figure sur la diapositive à droite en bas, où on va mettre la tête de l'animal et on va calculer des coordonnées pour cibler de façon très précise la substance noire dans laquelle on va injecter donc cette neurotoxine qui est la 6-OHDA. Une fois on repère de façon précise donc cette substance noire, on va réaliser un petit trou au niveau du crâne et on va descendre la canule jusqu'à la substance noire. Et on injecte là-dedans la 6-hydroxydopamine. C'est des tout petits volumes de 4 microlitres à peu près qu'on va injecter. On peut aussi injecter dans le faisceau médian du télencéphale pour avoir une lésion plus agressive et plus totale au niveau de ce faisceau des fibres dopaminergiques qui va de la substance noire vers le striatum. Donc le faisceau médian du télencéphale est aussi repéré par stéréotaxie et on descend la canule dedans pour injecter la 6-OHDA. Il existe encore aussi un autre modèle obtenu par une lésion partielle. Et pour réaliser cette lésion partielle, on va cette fois-ci injecter la 6-hydroxydopamine dans le striatum, qui est marqué ici par le CP, qui est le caudate putamen en anglais. Donc l'injection se fait là-dedans, dans une région, que ce soit la dorsolatérale ou ventrale, en fonction de ce qu'on veut tenir comme modèle. Donc le plus souvent, comme c'est une pathologie sensorimotrice, on va injecter dans la partie dorsolatérale qui correspond à la partie sensorimotrice. Donc une fois l'injection réalisée, il faut attendre 2 à 3 semaines pour que cette lésion s'installe de façon importante. Une fois la lésion installée, on peut réaliser des tests pour évaluer les déficits moteurs. Ici, j'ai pris juste 2 exemples de tests qu'on utilise le plus souvent. Le premier, c'est l'actimètre, donc c'est ce qu'on appelle un open field en anglais. Et dans cet open field, on peut mesurer le nombre de mouvements, que ce soit des mouvements horizontaux, des mouvements verticaux d'exploration de l'animal ou des mouvements stéréotypiques, ce sont les petits mouvements réalisés par l'animal, que ce soit par léchage ou nettoyage, etc. Et donc, comme vous le voyez sur cet histogramme, vous avez à gauche les animaux contrôle, donc vous voyez qu'ils réalisent plus de 4000 mouvements pendant 10 minutes. Et à droite, vous voyez qu'un animal lésé avec la 6-OHDA, donc dont les neurones dopaminergiques sont lésés, vous voyez qu'on a une diminution significative du nombre de mouvements chez ces animaux-là. Donc on a un déficit moteur qui concerne ici la locomotion. Donc on a une diminution significative du nombre de mouvements réalisés par l'animal. À droite, vous avez un deuxième test qu'on utilise aussi, c'est le rotarod. Le rotarod consiste à mesurer le temps que l'animal va rester sur une barre tournante. Donc cette barre va tourner et on va régler la vitesse qu'on veut pour que ces rotations soient de façon continue et l'animal va essayer de rester dessus, à maintenir en fait sa position par-dessus cette barre qui tourne pour ne pas tomber. Et nous, on calcule le temps de maintien de l'animal sur cette barre tournante. Donc vous voyez ici, sur cet histogramme, à gauche chez les animaux contrôle, on a un temps
de maintien qui est supérieur à 150 secondes, et à droite, chez les animaux CISO-HDA, donc dont les neurones dopaminergiques sont lésés, vous voyez qu'on a une diminution significative très très importante. Donc on peut voir ici, là encore, avec ce test, que l'animal n'arrive pas à coordonner ses mouvements, donc il est perturbé et il va tomber au bout de quelques secondes, il ne peut pas se maintenir très longtemps sur la barre tournante. Donc, à la fin de nos expériences, nous validons notre modèle par une étude immunohistochimique de la tyrosine hydroxylase. Pourquoi la tyrosine hydroxylase? C'est une enzyme qui est responsable de la synthèse de la dopa à partir de la tyrosine. Donc, la tyrosine va être transformée en L-dopa grâce à cette enzyme qui est la tyrosine hydroxylase. Et ensuite, la L-dopa va se convertir en dopamine. À la fin de nos expériences, on va sacrifier les animaux et on va procéder à la coupe de leur cerveau. Donc, comme vous le voyez donc, sur ces coupes, nous avons donc à gauche des animaux avec une lésion totale et à droite des animaux avec une lésion partielle. Sur les coupes de gauche, en haut, nous avons le striatum et en bas, nous avons la substance noire. Donc, la substance noire, comme vous le voyez, c'est une sorte de moustache noirâtre où on voit bien que la couleur est bien foncée ici à gauche parce que c'est le côté normal, comme on a utilisé une injection unilatérale stéréotaxique. Donc on voit bien que le côté non injecté est bien préservé. Nous avons les neurones dopaminergiques qui sont ici colorés en noir. Et à droite, vous avez le côté lésé, donc cette moustache, on ne la voit plus, puisque tous les neurones dopaminergiques de la substance noire ont été lésés par la CISO-HDA. Au-dessus, donc, nous avons le striatum. Toujours pareil, à gauche, c'est le côté normal, donc on voit bien cette couleur foncée donc, qui exprime la tyrosine hydroxylase. Et à droite, nous avons pratiquement plus rien au niveau du striatum, puisque cette région, elle reçoit les neurones dopaminergiques de la substance noire, étant donné qu'ils ont dégénéré. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de fibres, donc plus de tyrosine hydroxylase au niveau du striatum droite. Donc ici, nous avons fait une injection au niveau de la substance noire directement. C'est pour cela que nous avons une lésion totale de la substance noire et au niveau du striatum. À droite, nous avons procédé par une lésion partielle, tout simplement parce que nous avons injecté la 6-hydroxydopamine dans la partie dorsolatérale, donc la partie sensorimotrice du striatum. Et comme vous le voyez au niveau du striatum, donc sur la coupe de dessus à droite, on voit bien que cette partie dorsolatérale est bien affectée puisqu'il n'y a plus de marquage de la tyrosine hydroxylase. Et en bas, nous avons, comme vous le voyez, le côté gauche est tout à fait normal et le côté droit, nous avons surtout la partie latérale et un peu médiane de la substance noire qui est affectée dont les neurones dopaminergiques sont lésés. Donc, nous avons ici le cas d'un groupe d'animaux avec une lésion totale à gauche et à droite un groupe d'animaux avec une lésion partielle. Le deuxième modèle le plus utilisé, donc comme j'ai dit au début, c'est le primate non humain. Donc le primate non humain, en particulier le macaque et le singe vert. Comme vous le voyez ici, ce modèle est obtenu par l'injection de MPTP par voie intraveineuse ou intramusculaire pour l'obtention d'un modèle bilatéral. Et parce que le MPTP va être injecté de façon systémique et il va affecter tout le cerveau. Donc le MPTP, c'est le 1-méthyl-4-phényl 1,2,3,6-tétrahydropyridine. C'est un dérivé de la pyridine et ce neurotoxique a été découvert chez des toxicomanes qui synthétisaient leur drogue par eux-mêmes. Et le MPTP, donc, c'est un neurotoxique qui peut être produit au cours de la fabrication illicite de MPPP, qui est un opioïde de synthèse et qui a exactement les mêmes effets que ceux de l'héroïne ou de la morphine. Donc ici, la première découverte de ce MPTP a été réalisée chez Barry Kidston. C'est un étudiant en chimie de l'Université du Maryland. Donc il synthétisait lui-même son MPPP et une fois, la synthèse a été incorrecte et elle a été contaminée par le MPTP. Donc c'était un jeune de 23 ans qui a développé les symptômes de la maladie de Parkinson à l'âge de 23 ans.
Donc c'était un peu bizarre qu'un jeune de 23 ans développe la maladie de Parkinson. Et donc le neurologue se posait la question pourquoi. Il a fait un test à la L-Dopa et il avait bien obtenu une amélioration très très importante de la symptomatologie, donc ce qui a confirmé que c'était bien une maladie de Parkinson. Ce patient est décédé 18 mois plus tard d'une overdose de cocaïne. Donc les neurologues ont proposé de faire une autopsie pour étudier en fait son système dopaminergique. Ils ont trouvé une destruction massive des neurones dopaminergiques au sein de la substance noire. Donc le MPTP lui-même n'est pas vraiment toxique, mais une fois dans le cerveau, il va se convertir en MPP+, et c'est ce MPP+, qui va interagir avec la chaîne respiratoire du complexe 1 et il va provoquer la mort neuronale. Donc chez ce primate non humain, l'injection du MPTP se fait de façon répétée et comme vous le voyez, donc les flèches bleues correspondent à une injection. Donc vous voyez qu'on a besoin d'injecter pratiquement pendant 14 jours de façon quotidienne la dose de 0,2 mg par kilo pour obtenir un Parkinson chez ce singe. Donc à la fin des injections, comme vous le voyez, c'est qu'à partir du 15e jour que les symptômes commencent à se développer et s'aggraver pour atteindre un stade très avancé à l'âge ou bien 20 jours après le début des injections. Et après, ces symptômes restent stables pendant le temps. Chez ces animaux, on peut donc étudier les symptômes moteurs, que ce soit la kinésie, la rigidité, en utilisant les mêmes tests que ceux qui sont utilisés chez les patients, donc en particulier du PDRS. Et à la fin des expériences, on peut faire un contrôle immunohistochimique pour évaluer donc l'étendue de la lésion des neurones dopaminergiques au niveau de la substance noire ainsi que les fibres dopaminergiques au niveau du striatum. Et comme vous le voyez, donc en bas à droite, donc c'est un marquage avec à la tyrosine hydroxylase et comme on le voit, au début des injections, nous voyons qu'il y a beaucoup de couleurs rouges qui correspondent au corps cellulaire des neurones dopaminergiques et avec les injections répétées, on voit une diminution progressive du nombre de corps cellulaires dopaminergiques pour qu'il n'y ait que très très peu qui persistent à la fin, au 25e jour, comme vous le voyez en bas à droite. Au niveau du striatum, donc c'est plus haut, vous voyez qu'au début on a un striatum donc avec le noyau codé et le putamine qui sont parfaitement normaux et au cours du temps après l'injection, vous voyez une diminution progressive de l'intensité du marquage et comme vous voyez jusqu'au 25e jour, on voit qu'il n'y a pratiquement plus du tout donc de fibres dopaminergiques, il n'y a plus de dopamine au niveau du striatum. Donc on a ici un cas très très sévère de la maladie de Parkinson chez ce singe. Il y a un autre modèle qu'on peut obtenir par une injection, cette fois-ci intracarotidienne, pour l'obtention d'un modèle unilatéral. Tout à l'heure, c'était une injection intraveineuse ou intramusculaire pour obtenir un modèle bilatéral. Ici, c'est une injection intracarotidienne qui va affecter un seul côté pour l'obtention d'un modèle unilatéral. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la carotide. Donc, comme vous le voyez à gauche, on a une bifurcation avec la carotide primitive. Après, la carotide qui va vers le carotide externe qui va vers irriguer la face et la carotide interne qui va irriguer le cerveau. Et comme vous voyez à droite, en utilisant un produit de contraste, on voit bien que l'injection du MPTP dans la carotide interne va être concentrée sur un seul côté, qui est le côté injecté, et il ne va pas diffuser vers l'autre côté. Donc on voit très bien que le produit de contraste diffuse en particulier dans un seul hémisphère. Donc ce sera cet hémisphère-là qui va être affecté par le MPTP dont les neurones dopaminergiques vont être lésés. Donc on obtiendra, comme vous voyez en haut à droite, un singe avec un Parkinson unilatéral, donc c'est un hémiparkinsonisme qui touche en particulier le côté droit, comme vous le voyez, le bras est affecté et le côté gauche est tout à fait normal.
Donc sur ces animaux, on peut étudier les paramètres du mouvement. Donc on habitue les singes à réaliser des mouvements volontaires en réponse à un signal sonore. Et les animaux vont réaliser soit des mouvements de flexion ou d'extension. Et quand ils vont réussir le mouvement, ils vont obtenir une récompense. Donc c'est le mouvement qui est enregistré par un potentiomètre. Donc on voit bien un mouvement tout à fait normal. En dessous, il y a la vitesse du mouvement, on peut calculer l'accélération. Et en dessous, nous avons l'EMG, donc l'activité musculaire du muscle agoniste, et en dessous, le muscle antagoniste. Donc ça, c'est dans la situation normale, donc c'est à gauche. Et à droite, nous avons les mêmes paramètres chez un singe après l'avoir rendu hémi-parkinsonien. Donc c'est le même singe qui sert de son propre contrôle. Donc on voit bien que le mouvement est perturbé après le traitement MPTP puisque le temps du mouvement est rallongé, l'amplitude est diminuée, la vitesse diminue complètement et l'accélération est complètement désorganisée. Et si on regarde en parallèle l'activité EMG des muscles agonistes et antagonistes, on voit très bien que nous avons une exagération de la décharge qui est associée à la rigidité musculaire, que ce soit dans l'agoniste ou le muscle antagoniste. On peut aussi mesurer la rigidité par des mouvements passifs du poignet en enregistrant les muscles agonistes et antagonistes. Et comme vous le voyez, donc c'est le côté normal du singe qui n'a pas reçu donc le MPTP. Et comme vous voyez, sur ce côté contrôle, on a des mouvements tout à fait normaux avec une réponse musculaire du muscle agoniste et antagoniste qui sont tout à fait normaux. En dessous, on a le côté rigide, donc on voit bien qu'il y a une exagération du muscle agoniste, de l'EMG du muscle agoniste, et qui est due à cette rigidité prononcée chez ce singe.